Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il existe un livre qui est resté caché pendant des décennies, enfermé dans un coffre-fort, alors que son auteur était reconnu comme l'un des plus grands penseurs de l'histoire? Plus étonnant encore, ce livre est à l'origine des idées qui ont profondément transformé la psychologie moderne, et pourtant presque personne n'a été autorisé à le découvrir. Que pouvait-il donc contenir pour susciter une telle crainte? Et si ce que Carl Jung avait découvert n'était pas seulement une théorie sur l'esprit humain, mais une révélation capable de changer radicalement votre manière de voir votre propre vie? Restez avec moi jusqu'à la fin, car plus cette histoire avance, plus il devient difficile d'ignorer les questions qu'elle fait naître. Octobre 1913. À 38 ans, Carl Gustav Jung traversait la période la plus tourmentée de toute son existence. Pour quiconque observait sa vie de l'extérieur, il semblait impossible d'imaginer qu'un homme aussi respecté était sur le point de vivre une crise qui allait transformer non seulement son destin, mais aussi la manière dont des millions de personnes comprendraient l'esprit humain au cours des décennies suivantes. Ce jour-là, assis à son bureau dans sa maison de la petite ville de Küsnacht sur les rives du lac de Zurich en Suisse, Jung tenait entre ses mains un journal très différent de tous les autres. Ce n'était pas un simple carnet destiné à consigner des pensées quotidiennes. Cet objet avait quelque chose d'inhabituel. Il semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, comme s'il contenait bien plus que de simples feuilles de papier. Lorsqu'il ouvrit la première page, il s'engagea dans un voyage dont il ne reviendrait jamais le même homme. Avec une encre rouge intense, il écrivit les premiers mots d'un manuscrit qui resterait totalement caché au monde pendant de longues années. Ce qu'il allait y consigner était si extraordinaire que sa propre famille décida, après sa mort, de le garder dans le plus grand secret. Pendant des décennies, ce livre demeura protégé dans un coffre-fort bancaire, loin du regard du public. De célèbres chercheurs tentèrent à de nombreuses reprises d'y accéder. Des historiens insistèrent, des psychologues adressèrent des demandes officielles. Des universitaires du monde entier souhaitaient découvrir son contenu. Tous reçurent la même réponse. Non. Pendant près d'un demi-siècle après la mort de Jung, personne ne fut autorisé à ouvrir ce manuscrit. Et c'est peut-être là que naît la première question qui éveille notre curiosité. Que pouvait bien contenir un livre pour justifier un tel secret? La plupart des gens ne connaissent Jung qu'à travers les théories présentées dans les ouvrages de psychologie. Des concepts comme l'ombre, la persona, l'inconscient collectif et le processus d'individuation sont étudiés dans les universités du monde entier. Ces idées ont traversé les générations et continuent d'influencer les psychologues, les philosophes, les écrivains et même les dirigeants d'entreprises. Ce que peu de personnes savent, c'est que toutes ces théories sont nées d'abord dans ce manuscrit secret. Avant de devenir des concepts organisés, elles furent des expériences profondément personnelles. Ce qui nous apparaît aujourd'hui comme de la science a commencé par un voyage au cœur de l'esprit de Jung. Et c'est précisément cette expérience qu'il décida de cacher. Le manuscrit, connu plus tard sous le nom de Livre rouge, ne ressemble en rien à un traité scientifique. Ces pages sont entièrement rédigées à la main, dans une calligraphie inspirée des anciens manuscrits médiévaux. Chaque chapitre est accompagné de peintures éclatantes, réalisées par Jung lui-même, remplies de symboles, de figures mystérieuses, de formes géométriques et d'images qui semblent issues d'anciennes traditions spirituelles. En l'observant, on pourrait facilement croire qu'il s'agit d'un livre religieux réalisé par un moine du XIIIe siècle et non de l'œuvre de l'un des psychiatres les plus influents de l'histoire. Lorsqu'il fut enfin rendu public en 2009, il stupéfia les spécialistes du monde entier. L'ouvrage impressionnait non seulement par son contenu, mais aussi par son format imposant et sa richesse artistique. Il était évident que Jung ne considérait pas ces pages comme de simples notes. À ses yeux, elles représentaient la matière première de toutes les découvertes qu'il ferait au cours de sa vie. C'était comme si toute son œuvre avait été bâtie sur les fondations de ce seul livre. Mais pour comprendre pourquoi ce manuscrit dut rester caché si longtemps, il faut revenir quelques années en arrière et comprendre l'événement qui bouleversa complètement la vie de Jung. En 1912, il occupait une place privilégiée au sein de la communauté scientifique européenne. Il était considéré comme l'un des jeunes psychiatres les plus brillants de sa génération. Sa carrière progressait rapidement, sa clinique prospérait. Son nom jouissait d'une reconnaissance internationale. Mais Jung possédait alors quelque chose d'encore plus précieux, la confiance de Sigmund Freud. À cette époque, Freud voyait en Jung son successeur naturel. Beaucoup pensaient qu'il serait celui qui assurerait l'avenir du mouvement psychanalytique. Leur relation dépassait largement le cadre professionnel. Elle reposait sur le respect,
l'admiration et une profonde complicité intellectuelle. Tout semblait conduire Jung vers une carrière exceptionnelle, jusqu'au jour où il publia un livre qui allait tout bouleverser. Dans cet ouvrage, Jung proposait une interprétation entièrement nouvelle de l'énergie psychique humaine. Alors que Freud soutenait que la libido était essentiellement d'origine sexuelle, Jung avançait une vision beaucoup plus vaste. Selon lui, l'être humain est animé par une quête bien plus profonde que la simple recherche du plaisir. Il existe en chacun de nous un besoin fondamental de donner un sens à sa vie. Cette idée ébranla les fondements mêmes de la psychanalyse. Freud interpréta cette publication comme une rupture directe avec ses enseignements. Leur relation se détériora rapidement. Le maître prit ses distances avec son disciple. Le mouvement psychanalytique ferma ses portes à Jung. En l'espace de quelques mois, tout ce qu'il avait construit pendant des années sembla s'effondrer sous ses yeux. Ce ne fut pas seulement une séparation professionnelle, ce fut une véritable crise d'identité. Du jour au lendemain, Jung perdit son principal mentor, une partie de sa communauté scientifique, sa place au sein de la psychanalyse et, surtout, les certitudes sur lesquelles reposait toute sa carrière. C'est alors que des événements encore plus étranges commencèrent à se produire. Sans aucune explication apparente, Jung se mit à vivre des visions d'une intensité extraordinaire en plein jour. Ce n'étaient pas des rêves, elles ne survenaient pas pendant son sommeil. Elles apparaissaient soudainement, alors qu'il recevait des patients, marchait ou accomplissait les gestes les plus ordinaires de son quotidien. Il voyait des scènes profondément troublantes, des fleuves se transformant en sang, d'immenses destructions, la terre s'ouvrant sous les pieds des hommes, des foules entières englouties par la guerre. Ces images surgissaient avec une telle force qu'il finit par croire qu'il était en train de perdre la raison. En tant que psychiatre, il connaissait parfaitement les symptômes d'un possible effondrement psychique. Pendant un certain temps, il fut convaincu que c'était précisément ce qu'il était en train de vivre. L'idée de s'interner lui-même fut même sérieusement envisagée. Mais quelques mois plus tard, un événement allait bouleverser totalement son interprétation de ses visions. La Première Guerre mondiale éclata. Soudain, les images qui semblaient auparavant n'être que le produit d'un esprit malade commencèrent à correspondre de façon troublante à la réalité. Cela fit naître une question qui poursuivrait Jung jusqu'à la fin de sa vie. Était-il possible que l'inconscient perçoive ce que la conscience n'était pas encore capable de comprendre? Cette interrogation marqua le début de l'une des enquêtes les plus profondes jamais menées sur l'esprit humain. Avant de poursuivre, si ce contenu éveille déjà en vous de nouvelles réflexions et qu'il résonne avec ce que vous ressentez, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne, laisser un « j'aime » et écrire dans les commentaires la phrase suivante « Me connaître moi-même est le premier pas vers la transformation de ma réalité ». Ce simple commentaire contribue à faire découvrir ce contenu à davantage de personnes, afin qu'elles puissent accéder à des connaissances qui sont rarement abordées avec une telle profondeur. Maintenant, continuez avec moi, car à partir de cet instant, cette histoire cesse d'être seulement celle de Carl Jung pour parler directement de chacun de nous. Alors que la plupart des gens auraient tout fait pour repousser de telles expériences, Jung prit exactement la direction opposée. Au lieu d'ignorer ses visions ou de les considérer simplement comme les symptômes d'une maladie mentale, il décida de les affronter. Pour un psychiatre aussi respecté, ce choix paraissait insensé. Toute sa formation lui avait appris que ce type de pensée devait être maîtrisé, analysé ou éliminé. Pourtant, quelque chose au plus profond de lui disait que ces visions n'étaient pas une erreur de l'esprit, mais une invitation. Un appel à franchir une porte que très peu de personnes n'avaient le courage d'ouvrir. C'est ainsi que débuta l'une des expériences les plus extraordinaires jamais relatées dans l'histoire de la psychologie. Chaque jour, après avoir terminé ses obligations professionnelles, Jung se rendait sur les rives du lac de Zurich. Là, dans le silence, il accomplissait un geste que beaucoup auraient trouvé étrange pour un homme de son rang. Il s'asseyait par terre et commençait à empiler de petites pierres. Il construisait des maisons miniatures, de petits temples, des murs et des chemins, comme un enfant totalement absorbé par son jeu. À première vue, cela semblait totalement dénué de sens. Mais Jung remarquait que chaque fois qu'il accomplissait ce rituel apparemment simple, quelque chose de différent se produisait dans son esprit. C'était comme si cette activité silencieuse mettait en veille la partie rationnelle de son cerveau et permettait à une autre dimension de sa conscience de se révéler. Il ne faisait pas cela pour se divertir. Il le faisait parce qu'il avait découvert une sorte de passage. En organisant ces petites constructions, son imagination cessait d'obéir aux règles de la logique quotidienne.
Les visions revenaient avec encore plus d'intensité, mais elles ne suscitaient plus seulement la peur. Elles apportèrent des questions, elles révélaient des symboles, elles invitaient au dialogue. Lorsque la nuit tombait, Jung rentrait chez lui et poursuivait son exploration selon une méthode encore plus inhabituelle. Assis seul dans son bureau, il fermait les yeux et laissait son esprit parcourir librement les chemins que nous évitons généralement pendant la journée. Ce n'était pas exactement de la méditation, ce n'était pas non plus de l'hypnose. Il demeurait pleinement conscient tout au long de l'expérience, mais renonçait pendant quelques instants au besoin de contrôler chacune de ses pensées. Au lieu de diriger son imagination, il la laissait le guider. C'est dans cet état que commencèrent à apparaître des figures totalement inattendues. Ce n'étaient pas des images confuses, comme celles des rêves ordinaires. Elles semblaient être de véritables personnes. Elles possédaient leur propre personnalité. Elles parlaient. Elles le questionnaient. Elles le contredisaient. Certaines exprimaient des idées auxquelles Jung n'avait jamais pensé consciemment. D'autres répondaient à des questions qu'il ne savait même pas encore formuler. Tout se produisait avec une intensité saisissante. Il prenait des notes détaillées de chaque dialogue, dessinait les symboles qui apparaissaient et consignait soigneusement chacune de ses expériences. Ses premiers écrits, rédigés presque dans un état d'urgence, seraient plus tard réorganisés dans le manuscrit qui deviendrait le célèbre livre rouge. Au fil des mois, Jung comprit que ces personnages n'apparaissaient pas au hasard. Il existait toujours un schéma, toujours une logique reliant chaque rencontre à la suivante. L'une des premières présences qui se manifesta devant lui fut un vieux sage, qu'il identifia au prophète Élie. À ses côtés se trouvait une jeune femme aveugle, que Jung associa immédiatement à la figure biblique de Salomé. Cette association était profondément déconcertante. D'un côté, un homme incarnant la sagesse et la spiritualité. De l'autre, un personnage souvent associé à la séduction, au désir et à la destruction. Que faisaient donc ces deux figures réunies? Pourquoi apparaissaient-elles précisément à ce moment-là? Jung ne parvenait pas à répondre. Mais une caractéristique était impossible à ignorer. Ces figures semblaient exister indépendamment de sa volonté. Ce n'étaient pas des personnages créés délibérément, comme lorsqu'un écrivain invente les protagonistes d'un roman. Elles surgissaient spontanément, dialoguaient entre elles, répondaient à ses questions et bien souvent le surprenaient par des réponses totalement inattendues. Cette expérience ébranla profondément tout ce qu'il croyait savoir sur l'esprit humain. Peu de temps après apparut une autre figure qui allait jouer un rôle encore plus important dans cette aventure. C'était un vieillard à l'apparence singulière. Il avait de longs cheveux, des cornes semblables à celles d'un taureau, de grandes ailes, et portait un imposant trousseau de clés. Jung le nomma Philémon. Parmi toutes les figures qu'il rencontra durant ces années, aucune n'exerça une influence aussi profonde que lui. Philémon ne se comportait pas comme un simple symbole. Il prenait la place d'un maître. Il parlait avec calme. Il expliquait des concepts d'une extrême complexité. Il corrigeait même Jung lorsqu'il estimait que celui-ci interprétait une expérience de manière erronée. Bien souvent, il exposait des idées que Jung reconnaissait n'avoir jamais formulées consciemment. Cette constatation fut sans doute l'une des plus déconcertantes de toute son enquête. Comment une figure créée par son propre esprit pouvait-elle savoir quelque chose que sa conscience ignorait? Plus il y réfléchissait, plus cette hypothèse lui semblait insuffisante. C'est alors que naquit l'une des idées centrales de toute son œuvre. La conscience n'est pas la seule forme d'intelligence qui habite en nous. Il existe une dimension beaucoup plus profonde, beaucoup plus ancienne et infiniment plus complexe que nous ne l'imaginons. Une dimension qui existe indépendamment de notre volonté consciente. Elle possède son propre langage, elle produit des symboles, elle crée des images, elle organise les significations et surtout, elle cherche sans cesse à communiquer avec nous. Jung donna à cette découverte le nom d'objectivité psychique. Autrement dit, il commença à comprendre que l'inconscient n'était pas simplement un réservoir de souvenirs oubliés ou de désirs refoulés. C'était un univers vivant. Un territoire peuplé de forces, d'images et de structures possédant leur propre dynamique. Cette conception provoquait un profond malaise dans la communauté scientifique. Après tout, Jung n'était pas un mystique racontant des expériences spirituelles. C'était un médecin, un psychiatre, un homme formé à distinguer avec rigueur la réalité de l'imagination. C'est pourquoi il tenait lui-même à faire preuve d'une extrême prudence. Il n'a jamais affirmé que toute personne entendant des voix vivait une expérience comparable à la sienne. Une telle affirmation aurait été irresponsable. Ce qu'il proposait était bien plus subtil et, précisément pour cette raison, bien plus troublant. Il existe peut-être un territoire intermédiaire entre la santé mentale ordinaire et la psychose.
Un espace encore très peu exploré, où la conscience peut entrer en contact avec des contenus profonds sans perdre totalement son équilibre psychologique. Selon Jung, le véritable problème n'était pas d'accéder à ce territoire. Le danger résidait dans le fait d'y pénétrer sans préparation, sans connaissance, sans la structure intérieure nécessaire pour comprendre ce qui s'y révèle. C'est précisément ce qui le poussa à consacrer des années à organiser avec soin chacune des expériences vécues lors de cette descente dans son propre inconscient. Il voulait construire une carte, pas seulement pour lui-même, mais pour toute personne qui choisirait un jour d'emprunter le même chemin. Au cours des années suivantes, Jung revint d'innombrables fois sur ses notes originales. Il réécrivit chaque récit dans une calligraphie inspirée des anciens manuscrits médiévaux. Il peignit avec soin chaque symbole, chaque mandala, chaque figure apparue au cours de ses expériences intérieures. Rien ne fut réalisé dans la précipitation. Chaque page ressemblait à un rituel, comme s'il croyait que ces images ne lui appartenaient pas entièrement, comme s'il préservait quelque chose qui lui avait été confié, plutôt que quelque chose qu'il avait lui-même créé. Cette dévotion continue de fasciner aujourd'hui encore. Le livre rouge n'a pas été écrit uniquement avec intelligence. Il a été conçu avec une profonde révérence. C'est peut-être ce qui explique en partie pourquoi Jung n'eut jamais le courage de le publier de son vivant. Il savait que le monde scientifique accepterait difficilement qu'un psychiatre décrive des dialogues avec des personnages autonomes surgis dans des états profonds de la conscience. Il savait que beaucoup interpréteraient son travail comme le signe d'un déséquilibre mental. Mais il avait également pleinement conscience que cacher complètement ses expériences revenait à dissimuler l'origine de toutes les découvertes qu'il ferait par la suite. Ce conflit l'accompagna pendant des décennies. D'un côté se trouvait le scientifique attaché à la raison. De l'autre, l'explorateur qui avait franchi une frontière invisible et découvert quelque chose qu'aucune théorie ne pouvait expliquer complètement. Et plus il avançait dans cette quête, plus il comprenait que le véritable mystère ne résidait pas dans les figures qu'il rencontrait. Il se trouvait dans la question qui commençait à émerger silencieusement au plus profond de lui. Si tout cela existait dans son propre esprit, combien de personnes passeraient toute leur vie sans jamais découvrir cette partie la plus profonde d'elles-mêmes? À partir de ce moment-là, Jung comprit que la plupart des êtres humains traversaient leur existence en croyant se connaître, alors qu'ils n'étaient en contact qu'avec une infime partie de leur propre conscience. Tout ce que nous appelons personnalité, goût, opinion ou décision ne représentait que la surface d'une structure bien plus profonde. Il existait une couche invisible, silencieuse et presque toujours ignorée, qui influençait nos pensées, nos émotions et nos choix, sans jamais demander notre permission. Plus Jung explorait cette réalité, plus il lui devenait impossible de regarder le comportement humain de la même manière. C'est précisément au cours de cette enquête que Jung parvint à une intuition qui allait transformer radicalement sa manière de comprendre l'existence. Il commença à remarquer que toutes les figures rencontrées dans ses visions semblaient remplir des rôles bien précis. Elles n'apparaissaient pas simplement pour le surprendre. Chacune portait un message, incarnait une force intérieure et révélait des aspects de sa personnalité qui étaient restés cachés jusque-là. Peu à peu, Jung cessa de les considérer comme de simples personnages et commença à les comprendre comme les expressions d'une intelligence bien plus vaste que sa conscience. C'était comme si l'inconscient possédait son propre langage, construit à partir d'images, de symboles et de récits, un langage qu'il était impossible de traduire uniquement par la logique rationnelle. Cette compréhension expliquait quelque chose qu'il observait depuis des années chez ses patients. Beaucoup de personnes répétaient les mêmes erreurs sans s'en rendre compte. Elles changeaient de ville, de travail ou de relation en croyant qu'elles trouveraient enfin la paix. Pendant un certain temps, tout semblait s'améliorer. Mais peu après, les mêmes conflits, les mêmes peurs et les mêmes frustrations réapparaissaient. Les décors changeaient, les personnages changeaient, mais la souffrance restait pratiquement la même. Jung comprit peu à peu que ces répétitions n'étaient pas le fruit du hasard. Elles obéissaient à une structure invisible. C'était comme si chaque être humain portait en lui un scénario intérieur qui organisait silencieusement sa manière de voir le monde. Tant que ce scénario demeurait inconscient, la vie continuerait à reproduire des expériences semblables, même si les circonstances extérieures étaient totalement différentes. Cette idée semblait extrêmement simple, mais ses conséquences étaient immenses. Imaginez quelqu'un qui croit toujours rencontrer des personnes qui finissent par le décevoir, quelqu'un d'autre qui est persuadé de ne jamais être à la hauteur, ou encore une personne qui passe des décennies à rechercher la reconnaissance sans jamais avoir le sentiment d'en avoir assez.
En apparence, ces problèmes semblent différents. Pourtant, Jung discernait un point commun entre eux. Ce n'était pas le monde qui se répétait, c'était la structure intérieure de celui qui observait ce monde. La réalité extérieure finissait par refléter les schémas enfouis dans les couches les plus profondes de la psyché. Cette conclusion amena Jung à abandonner l'une des croyances les plus répandues de son époque. Jusqu'alors, de nombreux chercheurs pensaient qu'il suffisait de comprendre rationnellement un problème pour le résoudre. Jung comprit que cela arrivait rarement. Une personne peut parfaitement connaître l'origine de ses peurs et continuer malgré tout à en être prisonnière. Elle peut maîtriser toutes les théories sur l'anxiété et rester profondément anxieuse. Elle peut étudier le fonctionnement de l'esprit pendant des années et demeurer enfermée dans les mêmes comportements, car il existe une immense différence entre comprendre une idée et transformer une expérience. C'est précisément ce que le livre rouge en vint à représenter. Ce n'était pas seulement un recueil de réflexions philosophiques, c'était le témoignage d'une transformation vécue. Jung n'écrivait pas comme quelqu'un qui observe l'esprit de l'extérieur. Il écrivait comme quelqu'un qui avançait à l'intérieur même de celui-ci. Cette différence donne à chacune de ces pages une profondeur unique. En relisant ses notes, il commença à remarquer que beaucoup des images surgissant spontanément présentaient d'étonnantes ressemblances avec des symboles retrouvés dans d'anciennes cultures du monde entier. Des mandalas, des serpents, des arbres gigantesques, des rois, des vieillards sages, des héros, des labyrinthes, des fleuves, des montagnes. Avant ces visions, il n'avait jamais étudié en profondeur bon nombre de ces symboles, et pourtant, il revenait sans cesse. Plus tard, lorsqu'il entreprit d'étudier les mythologies orientales, l'alchimie médiévale, les religions anciennes et les traditions spirituelles de différents peuples, il fut profondément frappé d'y retrouver exactement les mêmes symboles, présents dans des civilisations séparées par des milliers de kilomètres et des siècles d'histoire. Comment cela était-il possible? Comment des peuples qui n'avaient jamais été en contact pouvaient-ils représenter leurs expériences intérieures à travers des images presque identiques? Cette question le conduisit à formuler l'une des idées les plus révolutionnaires de toute sa carrière. L'inconscient n'était pas seulement individuel, il existait une couche commune à toute l'humanité, une sorte d'héritage psychologique partagé. De la même manière que nous héritons de caractéristiques biologiques de nos ancêtres, nous héritons peut-être aussi de certaines structures psychiques qui façonnent notre manière d'interpréter la réalité. C'est cette intuition qui recevrait plus tard le nom d'inconscient collectif. Mais à cette époque, elle n'était encore qu'une hypothèse prenant lentement forme dans les pages du livre rouge. En organisant ces découvertes, Jung remarqua également quelque chose d'encore plus troublant. Les figures qui apparaissaient au cours de ses expériences ne donnaient jamais de réponse toute faite. Au contraire, le plus souvent, elles répondaient à une question par une autre question. Au lieu de dissiper ses doutes, elles approfondissaient son investigation. C'était comme si leur objectif n'était pas d'apporter des certitudes, mais d'élargir sa conscience. Cette caractéristique le marqua profondément, car la conscience cherche la sécurité. Elle recherche des définitions. Elle veut des explications rapides. L'inconscient, lui, semblait fonctionner exactement à l'inverse. Il obligeait Jung à demeurer face au mystère, à supporter l'inconfort de ne pas tout comprendre immédiatement. Au fil des années, cette capacité à demeurer devant l'inconnu devint l'une des caractéristiques essentielles de son œuvre. Il comprit que beaucoup de personnes souffrent non pas parce qu'elles sont confrontées à des questions difficiles, mais parce qu'elles cherchent à y répondre trop vite. Elles acceptent n'importe quelle explication qui leur procure un soulagement immédiat. Elles préfèrent une réponse rassurante à une vérité capable de les transformer. Pourtant, selon Jung, toute véritable transformation exige de traverser une période d'incertitude. Avant qu'une nouvelle compréhension puisse émerger, les anciennes certitudes doivent perdre leur emprise. Ce processus est rarement agréable. La plupart du temps, il suscite la peur. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes évitent de regarder en elles-mêmes. Elles ne craignent pas d'y découvrir des monstres. Elles craignent d'y découvrir des vérités sur des choix qu'elles n'ont jamais remis en question, sur des désirs qu'elles ont refoulés pendant des années, sur des peurs qu'elles ont appris à cacher, même à elles-mêmes, sur des vies construites bien davantage pour répondre aux attentes des autres que pour exprimer ce qu'elles étaient réellement. Jung commença à comprendre que le véritable défi ne consistait pas à découvrir quelque chose de nouveau. Il consistait à abandonner ce qui n'était plus vrai, et cet abandon a toujours un prix. Lorsqu'une personne cesse de porter un masque façonné au fil des décennies, elle doit inévitablement traverser une période de vide. C'est comme rénover une vieille maison. Avant de bâtir quelque chose de nouveau,
il faut d'abord abattre des murs qui semblaient indispensables depuis si longtemps. Pendant cette transformation, tout paraît instable. Le désordre augmente, le sentiment d'insécurité aussi. Mais c'est seulement ainsi qu'il devient possible de reconstruire sur des fondations plus solides. C'est exactement ce que Jung a vécu. Sa rupture avec Freud n'a pas seulement détruit une amitié, elle a également détruit l'identité professionnelle qui soutenait son équilibre émotionnel. Ces visions ne sont pas apparues par hasard. Elles ont précisément occupé l'espace laissé vacant par ce qui venait de s'effondrer. Aujourd'hui, avec le recul, il est possible de comprendre que cette crise ne marquait pas la fin de son histoire. Elle en était le véritable commencement, le début d'une vie où la vérité intérieure deviendrait plus importante que toute reconnaissance extérieure. Cette transformation explique pourquoi Jung commença à remettre en question une idée très répandue dans notre société, la croyance selon laquelle le succès et l'accomplissement sont une seule et même chose. Il rencontra des personnes extrêmement prospères, qui vivaient pourtant avec un vide impossible à expliquer. Il rencontra aussi des personnes simples, sans prestige ni richesse, qui rayonnaient d'une sérénité difficile à décrire. Cela lui fit comprendre qu'il existe une différence profonde entre construire une carrière et construire une existence pleine de sens. La première dépend en grande partie des circonstances extérieures. La seconde dépend de la relation que chacun entretient avec sa propre vie intérieure. Et c'est précisément cette découverte qui transforma le livre rouge en bien plus qu'un simple journal. Il devint le témoignage d'un voyage qui dépassait les limites de la psychologie traditionnelle et commençait à soulever une question qui continue encore aujourd'hui à nous troubler. S'il existe une partie de notre esprit capable d'influencer silencieusement tous nos choix, toutes nos relations et notre manière d'interpréter la réalité, alors peut-être que la plus grande prison de notre existence n'est pas celle que le monde construit autour de nous. Peut-être se trouve-t-elle précisément à l'endroit que presque personne n'ose explorer, les profondeurs de sa propre conscience. C'est précisément cette conclusion qui fit de Carl Jung l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle. Après des années passées à explorer les régions les plus profondes de son propre esprit, il cessa de croire que le plus grand défi de l'existence humaine consistait à comprendre le monde extérieur. Pour lui, le véritable défi était d'apprendre à comprendre celui qui observe ce monde. À première vue, ce changement de perspective paraît simple. Pourtant, il transforme complètement notre manière d'envisager la vie. Dès notre enfance, nous sommes éduqués à regarder vers l'extérieur. Nous apprenons à obtenir des résultats, à rechercher la reconnaissance, à accumuler des connaissances, à construire une carrière et à répondre aux attentes de la société. En revanche, on nous enseigne très peu, voire pas du tout, comment faire face à nos propres conflits intérieurs. Nous grandissons en développant les compétences nécessaires pour affronter les défis du monde, mais nous apprenons rarement à affronter ceux qui naissent en nous. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes arrivent à un moment de leur vie où, en apparence, elles ont obtenu tout ce qu'elles désiraient, tout en portant en elles un sentiment difficile à expliquer. Le travail ne leur manque pas, les responsabilités non plus. Et souvent, l'argent ne manque pas davantage. Ce qui leur manque, c'est le sens. Jung pensait que ce sentiment ne naît pas de l'absence de réussite, mais de la distance entre ce que nous sommes réellement et la manière dont nous vivons. Plus cette distance est grande, plus le vide intérieur tend à s'intensifier. Le livre rouge retrace précisément le chemin qui conduisit Jung à comprendre cette vérité. Au cours de ces 16 années, il ne découvrit ni formule magique, ni réponse toute faite. Il découvrit un processus. Il comprit que la croissance psychologique ne se produit pas lorsque nous éliminons nos conflits, mais lorsque nous apprenons à dialoguer avec eux. Il réalisa que fuir sa propre ombre ne fait que renforcer ce que l'on cherche à dissimuler. Et il comprit qu'aucune véritable transformation n'est possible sans le courage de regarder honnêtement ce qui habite au plus profond de nous. C'est peut-être précisément pour cette raison que le manuscrit est resté caché si longtemps. Non pas parce qu'il présentait une théorie révolutionnaire, mais parce qu'il invitait chaque lecteur à accomplir quelque chose d'extrêmement difficile, se regarder soi-même. Cette proposition est infiniment plus exigeante que d'apprendre un nouveau concept psychologique. Lire sur l'ombre est relativement facile, reconnaître sa propre ombre demande du courage. Étudier l'inconscient collectif peut éveiller la curiosité. Affronter son propre inconscient exige d'être prêt à abandonner des certitudes construites tout au long d'une vie. C'est peut-être la raison pour laquelle Jung n'a jamais considéré la connaissance de soi comme un simple exercice intellectuel. Pour lui,
Apprendre à se connaître était une expérience profondément transformatrice. C'était une rencontre. Et toute véritable rencontre provoque un changement. Certaines transformations sont réconfortantes, d'autres exigent des renoncements. Lorsque nous observons son parcours, nous constatons que rien ne s'est déroulé comme il l'avait prévu. Sa rupture avec Freud semblait être une tragédie irréversible. Les visions qui l'effrayaient paraissaient annoncer un effondrement psychologique. L'incertitude qui entourait sa carrière semblait marquer la fin de tout ce qu'il avait construit. Pourtant, avec le recul, il apparaît clairement que ce sont précisément ces crises qui ont ouvert la voie à ses plus grandes découvertes. Si Jung était resté prisonnier de ses anciennes certitudes, il n'aurait peut-être jamais écrit une seule ligne du livre rouge. Il n'aurait peut-être jamais développé les concepts qui influencent aujourd'hui des millions de personnes à travers le monde. Cela nous conduit à une réflexion profondément humaine. Toute crise n'est pas une destruction. Certaines crises sont en réalité des invitations à une transformation que nous sommes encore incapables de percevoir. Le problème, c'est que lorsque nous traversons ce processus, nous en prenons rarement conscience. Nous ne voyons que les pertes, la peur, l'incertitude, l'impression que tout nous échappe. C'est précisément dans cet espace que Jung est demeuré pendant des années, sans réponse définitive, sans garantie, sans savoir exactement où cette exploration le conduirait. Et pourtant, il continua d'avancer. C'est précisément cette capacité à demeurer face à l'inconnu qui permit la naissance d'une nouvelle manière de comprendre l'esprit humain. Des décennies plus tard, lorsque le livre rouge fut enfin publié, les chercheurs comprirent qu'ils n'avaient pas seulement devant eux un document historique. Ils tenaient entre leurs mains la source de presque toute la psychologie analytique. On y trouvait les germes des concepts qui deviendraient plus tard célèbres. L'ombre, les archétypes, le processus d'individuation, l'anima, l'animus et l'inconscient collectif. Mais plus que tout, ce manuscrit révélait peut-être quelque chose d'encore plus essentiel. Il montrait que toute véritable connaissance naît de l'expérience. Les théories sont venues ensuite. D'abord est venue la rencontre. D'abord est venu le courage de traverser la peur. D'abord est venue la volonté de remettre en question tout ce qui semblait absolument certain. C'est peut-être là le plus grand héritage de Carl Jung. Il n'a jamais demandé aux autres de croire à ses conclusions. Il ne cherchait pas non plus à fonder une nouvelle doctrine. Son invitation a toujours été tout autre. Explorez-vous vous-même, observez vos rêves, repérez les schémas qui se répètent dans votre vie, interrogez ce qui vous paraît automatique, regardez vos choix avec honnêteté, car ce que vous cherchez à comprendre dans le monde tente peut-être de se révéler en vous depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Le livre rouge continue de fasciner précisément parce qu'il ne propose pas de réponse facile. Au contraire, il pose des questions qui traversent les générations. Qui sommes-nous lorsque nous abandonnons les masques construits tout au long de notre vie? Quelle part de nos choix naît réellement de notre conscience et quelle part est guidée par des forces que nous n'avons jamais examinées? Dans quelle mesure la réalité que nous expérimentons est-elle façonnée par ce que nous portons au plus profond de nous-mêmes? Ces questions demeurent vivantes parce qu'elles touchent à la condition humaine. Quelle que soit l'époque où nous vivons, nous portons tous des peurs, des conflits, des attentes et des désirs que nous ne comprenons pas toujours entièrement. Jung nous a montré que les ignorer ne les fait pas disparaître. Au contraire, c'est souvent ce que nous refusons de voir qui influence le plus profondément notre manière de vivre. Plus d'un siècle après avoir commencé ce voyage silencieux dans son cabinet de travail, ces découvertes continuent de susciter la réflexion parce qu'elles parlent de quelque chose d'universel, la quête de sens. Dans un monde toujours plus rapide, saturé de distractions et de réponses instantanées, la plus grande contribution de Jung est peut-être de nous avoir rappelé que certaines des questions les plus importantes de l'existence ne peuvent pas trouver leur réponse en regardant uniquement vers l'extérieur. Elles exigent le silence, elles exigent du courage, elles exigent la volonté d'emprunter un chemin que personne ne peut parcourir à notre place. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que le livre rouge n'a jamais été un simple livre. Il demeure le témoignage d'un voyage profondément humain, nous rappelant que le plus vaste territoire encore inexploré ne se trouve pas dans des contrées lointaines, mais au cœur de chacun de nous. C'est là, dans les profondeurs de notre propre conscience, que se cachent peut-être les réponses capables de transformer non seulement notre compréhension de l'esprit humain, mais aussi la manière dont nous choisissons de vivre notre propre histoire. Awasta, à la prochaine vidéo.